Le Zoom Info sur Europe 1 samedi. À Rome se tiendra le sommet des chefs d'État du G20, le groupe des 20 pays les plus riches de la planète, avant l'ouverture dimanche de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Grosse séquence internationale donc. À cette occasion, Joe Biden est en Europe. Il va rencontrer Emmanuel Macron demain dans la capitale italienne à Rome. Donc, ce tête-à-tête, le président des États-Unis l'avait promis au moment de la crise des sous-marins le mois dernier. Rappelez-vous, cette crise dont la France était sortie humiliée et furieuse. Souvenez-vous de ce qu'avait dit Jean-Yves Le Drian. Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a crise. Voilà, c'était le 18 septembre, sur le plateau de France 2, un samedi. On a rarement entendu un ministre des Affaires étrangères parler en des termes aussi durs des États-Unis. Comment ça va entre la France et les États-Unis? On en parle ce matin avec Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour. Journaliste à Valeurs Actuelles. Et Gérald Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des États-Unis, journaliste à Atlantico, chercheur associé à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, l'IPSE. La France, Gérald Olivier, officiellement, premier allié des États-Unis, mais c'est clairement l'amour vache là, depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, je trouve assez drôle, assez cocasse, les présidents américains qualifient toujours les Français de oldest allies, les plus vieux alliés, quand les Anglais, eux, sont les closest allies, les plus proches. Nous, on est les plus vieux, quoi. Oui, mais historiquement, c'est vrai. Ça remonte à 1778. Donc c'était à l'époque de la guerre d'indépendance. Les Français sont venus soutenir les Américains à l'époque, ce qu'on appelait les patriotes. Oui, dans le but surtout de contrarier les Britanniques. Voilà. C'est exact, mais ça fait que historiquement, nous restons quand même l'allié le plus ancien, donc le plus vieux, donc le premier. Mais quel regard porte-t-il aujourd'hui sur la France? Et d'ailleurs, d'une manière plus globale, peut-être sur l'Europe. Porte-t-il d'abord un regard global sur l'Europe? Font-ils des distinctions? Et la France suscite-t-elle toujours l'intérêt, l'amour que l'on pensait avoir dans le cœur des Américains? Il y a toujours eu une relation, vous avez dit amour vache, on pourrait dire love-hate en anglais, amour-haine, parce que les Américains ont vocation à avoir une civilisation qu'ils considèrent comme universaliste, et les Français ont exactement la même vocation. C'est-à-dire que les Français considèrent que leur révolution, la première grande révolution, avait vocation à s'étendre partout, et avec elle, les principes universels des droits de l'homme, etc., etc. Les Américains ont une vision un petit peu similaire. Leur fameuse manifeste Destiny, pour pas rentrer dans l'histoire, mais vos auditeurs connaissent sans doute. La destinée manifeste des États-Unis. Exactement, oui. Qui est de répandre son modèle à travers le monde. Et donc, il y a une sorte de compétition, parce qu'on a deux fois les mêmes vocations. Maintenant, c'est pas du tout les mêmes puissances. Le PIB américain est à peu près 15 fois supérieur au PIB de la France. Vous serez sûrement meilleur avec les chiffres que moi. Mais on n'est pas du tout à la même échelle. Et on n'est pas non plus issus du même continent. C'est-à-dire que malgré tout, les États-Unis, c'est le nouveau monde. Les États-Unis sont un pays qui a été construit par des gens qui ont quitté l'Europe et qui ont voulu aller au-delà de ce qui a constitué pendant longtemps les guerres, intra-européennes. Oui. Charlotte Dornelas, on se souvient des mots de Dominique de Villepin à la tribune des Nations Unies au moment de la guerre en Irak. Et il avait dit, nous sommes un vieux pays, un vieux continent. Et l'Amérique, nouveau monde. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être même autre chose? Peut-être que les États-Unis se considèrent comme le monde d'après, finalement. Que les relations ne sont plus du tout conçues, les relations internationales conçues par les États-Unis comme elles pouvaient l'être au XXe siècle. Non, mais c'est sûr que les États-Unis, peut-être la ligne qui reste celle des États-Unis, c'est la défense de ses propres intérêts, ce qu'on a eu du mal à voir parfois, et que eux sont parfois extrêmement pragmatiques. On l'a vu, là on a été d'autant plus étonnés que c'était Joe Biden qui était encore plus notre ami que n'importe quel autre Américain, et encore plus que son prédécesseur évidemment. Donc il y avait une espèce d'attentisme idéologique, pas du tout sur le terrain des intérêts. Et quand je réentends aujourd'hui notre ministre des Affaires étrangères dire il y a eu mensonge, il y a surtout eu défense des intérêts américains et naïveté hallucinante de la France sur un dossier dans lequel les Américains ne nous ont même pas considérés. Souvenez-vous des propos. D'ailleurs, je crois que c'était Mike Pence qui était interrogé et qui disait mais on n'a pas du tout voulu mal faire, on a oublié de vous prévenir en fait. L'humiliation même dans l'explication derrière. Et là, on voit Joe Biden qui avait promis en effet à ce moment-là de réchauffer les liens en rencontrant le président de la République. On comprend que ça se fait à l'occasion d'autre chose et qu'on va reparler de ça. Et quand on nous parle du coup de téléphone qu'il y a eu ces derniers jours entre Joe Biden et Emmanuel Macron,
Voilà, on apprend qu'il a été question de coopération, qu'il a été question de la défense européenne qui travaillerait en complémentarité avec l'OTAN. On a compris qu'en fait, il était encore question des intérêts américains et simplement quand la France se pense toute seule, parce que vous parlez de Dominique de Villepin, à l'époque, la France se pensait différemment en autonomie stratégique, en autonomie évidemment des États-Unis. Et là, il a été question du soutien des États-Unis au Sahel. Il a été question de la coopération. Ce terme m'a fait rire parce que la coopération franco-américaine sur le terrain indo-pacifique, la manière même d'en parler est américaine en fait. Donc voilà, on essaye de se rattraper nous et les Américains continuent à nous prendre pour argent non comptant. Gérald Olivier, alors je lisais cette analyse de Laurence Nardon, autre spécialiste des États-Unis, qui au moment de la crise des sous-marins résumait les choses en disant les Américains ont l'impression que l'Europe ne leur sert à rien aujourd'hui dans leur réorientation stratégique, le fameux pivot initié par Barack Obama où la priorité désormais c'est la Chine, c'est l'Asie. Néanmoins, ils exigent de nous, leurs vieux alliés, un alignement total. Donc, qu'on s'aligne ou non, finalement, on ne sert plus à rien. Vous partagez cette vision de Laurence Nardon ? Oui, je pense qu'elle est relativement exacte quant à la vision qu'ont les États-Unis du monde d'aujourd'hui, des menaces qu'ils doivent affronter et du rôle que leurs alliés doivent jouer. Et là, on constate une certaine continuité de la politique américaine qui dépasse un président. De Obama à Trump à Biden, on a une même vision qui, je dirais, est double. D'un côté, vous avez un repli militaire des États-Unis qui est sensible, que Obama avait déjà engagé, que Trump a amplifié, mais que Biden a poursuivi et qu'on a constaté avec ce retrait un peu catastrophique d'Afghanistan. Et puis de l'autre, vous avez une réorientation de leurs intérêts stratégiques, loin de l'Europe, vers l'Asie. Et à partir de là, ce qu'on attend des Européens, c'est qu'ils fassent pas de vagues. Mais si vous me dites Obama, Trump, Biden, continuité de à l'échelle de ces trois-là. Oui. Donc, si je prends le premier mandat de Barack Obama à 2008, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit pour que les Américains changent d'orientation stratégique globale ? C'est l'échec qui déjà se profile en Irak et en Afghanistan. Oui. C'est-à-dire qu'ils viennent de se rendre compte que les ambitions de 2003 sont au-delà de leurs moyens. Qu'il y a des éléments qu'ils ne comprennent pas. On ne change pas une civilisation, civilisation irakienne qui est plusieurs fois millénaire. Le fameux nation building, on construirait la démocratie comme ça avec quelques milliards. Le retrait d'Afghanistan signe pour moi, plante le dernier clou dans le cercueil du nation building, de la reconstruction nationale telle qu'elle avait été envisagée à la fois en Irak et en Afghanistan et qui au passage avait réussi en Allemagne et au Japon. Ils essayaient de refaire dans ces deux pays ce qu'ils avaient réussi à faire après la Seconde Guerre mondiale en reconstruisant le Japon et en reconstruisant l'Allemagne, qui sont aujourd'hui deux alliés très sûrs. Mais pourquoi ça a marché à l'époque et pas aujourd'hui ? On n'a pas les mêmes pays en face de nous, on n'a pas le même contexte, voilà. Il y avait peut-être un petit peu de naïveté de leur part de ce côté-là. Allez, on va poursuivre la conversation parce que ce qui est assez frappant, je vous raconterai ce qui s'était produit, l'origine de cette crise des sous-marins dans un petit instant. Ce qui est frappant, c'est que dans tous les mauvais coups que peuvent nous faire les États-Unis, on trouve toujours les Britanniques. Toujours. Les closest allies. Et ce sont nos plus proches voisins avec qui nous avons des dissensions nombreuses. On parlait du dossier de la pêche, mais il y en a d'autres. On poursuit la conversation. France-États-Unis, quelle relation aujourd'hui ? Charlotte Dornelas est avec nous et Gérald Olivier.